Merci beaucoup, Christina Demidel, d'être là. On est Véronique. très honorés. Bon. Merci Véronique et merci à tout le monde d'être venu. Est-ce que vous entendez bien, Christina? Je suis pas sûre. Je peux parler plus fort. Voilà. Ok. Super. Alors, je vais d'abord te présenter. Ok. Christina, même si pas mal de monde te connaît, mais tu es donc une photographe et artiste espagnole née en 1975 en Espagne et tu es aujourd'hui basée entre le Mexique et le Brésil. Après le livre, c'est juste le Brésil. C'est juste le Brésil ouais, maintenant. C'est juste le Brésil. Ouais. Après avoir étudié à la photographie à l'École nationale supérieure de Madrid, tu as commencé à explorer des sujets variés en mettant souvent en lumière des questions socio-culturelles. Tu t'intéresses particulièrement à la relation ambiguë de la photographie avec la vérité, on le verra encore ici. Et tu as rejoint donc Magnum Photo en 2011, je crois. 2017. 2017, pardon. Ouais. Et en 2022, tu es devenue membre à part de l'agence et nouvelle présidente de Magnum. Félicitations. Je sais pas. C'est un grand boulot. C'est un grand boulot, oui. Ouais, félicitations, je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est bien quand même, hein. C'est une belle reconnaissance. Photojournaliste de formation, tu as publié de nombreux livres en anglais et en espagnol. Le projet Afronauts réalisé en 2012, d'ailleurs on t'avait accueilli, je crois que c'était un des premiers Artist Talks absolument sur ce projet. Une des premières artistes qu'on a accueillies, qui revisite l'histoire de la mission spéciale du Zimbabwe dans les années 60 en mélangeant fiction et réalité et a remporté un grand succès médiatique. Voyage vers le centre du monde, fruit de près de 10 années de travail et de recherche, est la première monographie en français consacrée à cette œuvre. Et on a pu découvrir aussi ce très beau projet aux rencontres d'Arles cet été à l'église des Frères Prêcheurs. Avec Voyage vers le centre du monde, tu plonges les lecteurs dans une épopée fantastique aux côtés des migrants. À travers une série de photographies et de récits visuels, tu explores les expériences, les défis et les espoirs de ceux qui entreprennent des voyages périlleux à la recherche d'un avenir meilleur. Toujours avec ta marque de fabrique, donc mélangeant fiction et documentaire, tu crées au fil des pages un récit poétique qui souligne la résilience humaine et la quête d'un monde meilleur. Au premier abord, en lisant le titre de ton livre, on s'attend à un voyage d'aventure et explorateur, inspiré des récits de Jules Verne. Oui. À quoi fait référence le titre de ton livre ? Bon, le titre du livre, c'est un spoiler, en quelque sorte, de tout ce qui, de toute l'histoire, toute la structure de ma proposition, l'idée qui est derrière. C'est repris du livre homonyme de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, mais j'ai choisi, disons que c'était toute une coïncidence quand j'ai trouvé le centre de la Terre officiel, qui est aux États-Unis. Grande surprise. Au fait, il est très près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc, c'est entre la Californie, le Arizona et le Mexique. Et c'est juste là où un monsieur, un Français d'ailleurs, a décidé de construire une pyramide. Et, au début, et après tout un centre, un village, qu'il a nommé le centre du monde et qui a été certifié par la Californie, donc officiellement par la Californie, et l'Association française de géographes. Donc tu vas là, ils te donnent un diplôme, comme quoi tu étais au centre du monde. Et bon, c'est en découvrant cet espace, cet endroit qui est... Mais tu es tombé complètement par hasard. Par hasard, complètement par hasard. Bon, j'ai toujours été très intéressée par les frontières, les bords et aussi à l'époque où j'ai commencé, il y avait déjà toute cette rhétorique par rapport aux migrants comme criminels, comme il y avait Trump, donc c'était un peu le début de vraiment utiliser avec beaucoup d'intensité le phénomène migratoire comme une arme politique. Et donc, déjà se balader près de la frontière, c'était intéressant. Et je suis tombée sur ça vraiment par hasard, par une autoroute qui longe la frontière, donc le mur. Et là, tu vois un panneau, Felicity. Voilà. Je connais l'histoire parce qu'en fait, tu l'expliques tellement bien et avec tellement d'humour. C'est excellent. Au centre du livre, justement, comme par hasard, au centre du livre, il y a ce cahier où tu fais ce récit de cette rencontre avec ce monsieur totalement
absurde, enfin cocasse, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. incroyable. Et tu nous racontes un peu cette rencontre Ouais. et ce monsieur qui a été le point de départ en fait de ce projet. Tout à fait. Non, c'était non seulement l'endroit, l'idée de l'existence du centre du monde, l'endroit où c'est placé, parce que c'est quand même stratégiquement très intéressant, le paysage qui était incroyable, mais aussi le monsieur lui-même et comment notre rencontre s'est passée, qui était absurde mais très tendre en même temps. Et c'était, bon, il y avait tous les éléments pour construire une histoire. C'est vraiment, on dirait que l'histoire, c'est comment moi j'ai rencontré l'histoire. On pourrait faire un autre livre sur comment j'ai rencontré ce monsieur et comment tout s'est passé, mais éventuellement juste après, bon, comprendre l'importance de l'endroit et comment il avait une valeur symbolique. J'ai commencé à repenser toute l'idée de la migration. Je travaillais déjà sur ça un peu, mais sans un angle vrai, un angle positionné. Et c'est à travers trouver cet endroit et ce monsieur que tout a pris sens. Et c'était tellement clair pour moi l'approche que je devais suivre. Après, ça m'a pris du temps. Ouais, alors ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'était un projet J'ai commencé long en cours. 2015. Voilà. Et tu l'as terminé Ouais, ça m'a pris 7 ans. 7 ans quand même. Ouais. Alors, on parlait de ce récit assez cocasse avec beaucoup d'humour et des situations absurdes, qui a été donc le point de départ du projet. Et puis en même temps, ça contraste avec les témoignages poignants, vraiment, de Elad, qui est parti du Cameroun, de Noémie, originaire d'Haïti, ou de Lyriane et Ariel, venus de Cuba, qui incarnent avec force la difficulté de leur parcours. Et convergeant tous vers la même destination, la même frontière, Mexique et États-Unis. Comment, selon toi, ce contraste de tonalité des récits illustre-t-il les différentes perceptions de la migration? Qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers cette diversité des tons? Bon, pour moi, je pense que déjà la migration est un sujet qui est tous les jours sur les écrans, qui est tous les jours dans les journaux. C'est pas un sujet que les gens ne connaissent pas. Donc on sait que ça existe, on sait que c'est une situation grave, on a des témoignages. Mais pour moi, j'avais un problème. Moi, je viens du photojournalisme, je suis comme exilée du photojournalisme et du langage photojournalistique. Et j'ai essayé toujours de donner un angle différent, de récupérer l'attention que le photojournalisme a perdu de l'audience. Parce que toutes les histoires sont racontées toujours de la même façon. Donc déjà, à un point où tu vois un monsieur qui lance une pierre et tu dis « Ah, Palestine ». On fait déjà ces associations, c'est devenu des stéréotypes. Et pour moi, je crois que je voulais faire un effort expérimentel que j'ai commencé avec les Afronautes en 2013, mais avec ce livre, avec ce projet, j'ai vraiment utilisé tous les outils et tous les succès, aussi peut-être des échecs que j'ai appris depuis 2012, donc en 12 ans d'expérimentation, avec un seul objectif, c'est récupérer l'attention du public. Et pour ça, j'utilise la fiction, j'utilise les symboles, j'utilise les légendes, j'utilise les histoires que je sais que les personnes aiment consommer. Oui, tu fais un pas de côté et c'est de cette manière-là que tu fais appel à d'autres choses. Je transforme en une légende, je transforme en quelque chose. Bon, je sais que les personnes veulent, moi-même, c'est pas les gens, c'est moi-même, veulent consommer des histoires enthousiastes, veulent s'associer avec un héros, avec des victoires de succès. Et pour moi, dans la migration, il y avait beaucoup d'histoires de succès et surtout une dimension héroïque de laquelle on parlait surtout pas. On les présentait ou comme des criminels ou comme des personnes qui sont à la fuite, mais en tout cas des personnes qui sont lâches. Et pour moi, les conversations que j'ai eues avec tous les migrants qui m'ont donné un peu de leur temps, ben, c'était surtout des héros. Mais pas seulement au niveau des dangers du voyage, mais aussi par rapport au sacrifice initial qui fait que le voyage commence. Ils veulent juste améliorer la vie de leur famille, les conditions de vie de leur famille. Alors, je voulais juste lire un petit extrait en fait de Elad, qui vient du Cameroun, qui m'a interpellée. Les risques et l'insécurité auxquels on est confronté tout au long du voyage atteignent leur apogée dans la jungle du Panama. Personne n'a d'informations précises sur l'itinéraire à suivre pour la traversée. On ne pouvait compter que les uns sur les autres, sur notre instinct de survie et sur Dieu.
Et comment tu les as rencontrés? Comment ça s'est passé en fait, cette rencontre avec ces 4 migrants? Bon, les rencontres avec les 3 migrants, les 3 migrants, bon, c'était 4 parce que c'est un couple. Je les ai tous rencontrés pendant la pandémie, où ils ont dû arrêter leur voyage. Parce qu'ils ne pouvaient pas bouger. Au Mexique, c'était la pandémie, j'ai rien expliqué. Et je les ai rencontrés juste à la frontière sud du Panama. Donc c'était un peu le début de ce que moi j'ai couvert. Donc c'est des migrants qui ont déjà voyagé avant d'arriver là, mais le livre et le projet se centrent c'est le voyage entre la frontière sud et la frontière nord. C'est traverser le Mexique pour arriver de l'autre côté où on a le centre du monde. Donc c'était à Tapachula. Ils étaient tous dans un hôtel comme une shelter, une auberge. Une auberge, oui. Ils payaient un peu, mais il y avait beaucoup de migrants qui étaient bloqués parce que les trains ne fonctionnaient pas, les bus ne fonctionnaient pas, les passeurs de personnes ne pouvaient pas. C'était beaucoup plus difficile de bouger. Ils sont restés entre 6 et 10 mois stoppés dans cet hôtel de Tapachula. Et donc, j'ai eu l'opportunité de parler avec beaucoup d'entre eux. À la fin, j'ai fait une sélection qui témoigne un peu de la diversité des profils, des gens qui viennent de très loin, des gens qui viennent de beaucoup plus près. Et de tous, je trouve que cette traversée de la jungle du Panama, elle est, tu sens que c'est un point. C'est une des étapes vraiment les plus dangereuses. Mais après, tu as le Mexique. Et le Mexique, c'est dangereux pour plein d'autres façons. Donc physiquement, c'est une étape très, très, très difficile. Mais après, une fois que tu arrives au Mexique, il y a beaucoup de migrants qui pensent que bon, ça y est, je suis en Amérique du Nord, c'est juste le Mexique, je prends le train, j'arrive, rien à voir. Non, c'est l'étape la plus difficile. Alors tu parlais justement que tu as associé des mises en scène, des archives, des éléments du quotidien. Il y a des objets aussi que tu as trouvés dans le désert. La maquette du livre, puisqu'on parle du livre, je reviens aussi au livre, propose différentes formes de lecture. Images pleines pages, des petites plages, des petites images entourées d'écritures. On a aussi des volets, je vais vous le montrer tout à l'heure, des volets qui permettent de voir l'image en plus grand. Comment as-tu pensé sa narration? Ça n'a pas dû être facile et justement pour avoir ce récit... Oui, ce n'était pas facile, c'était un processus long, mais avec lequel j'ai aussi appris et j'ai compris toutes les dimensions du livre. Le problème qu'on a eu, c'est un beau problème à avoir, on avait trop de matériel, et tout était important, et tout était beau, et tout faisait du sens. On voulait faire une référence claire au livre Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, mais ce n'est pas une version littérale. C'était tout des diptyques. On a créé ces nouveaux horizons. C'est comme si vous avez été à l'exposition, c'était le mur en fait. Mais j'ai joué avec des idées comme qui ont à voir avec la traversée. Et surtout pour moi, c'était intéressant de créer ces nouveaux horizons, un horizon déconstruit. Qui est un peu la motivation du voyage et aussi un peu ce que le migrant découvre, comment tu interagis, comment tu interagis avec le paysage que tu découvres. Il y a du matériel forensique, il y a des textes, on a fait vraiment de notre mieux. Je pense que le résultat vaut la peine d'intégrer tout avec un ordre et avec différentes grilles de lecture aussi, différents niveaux. Oui. Alors malheureusement, on n'a jamais beaucoup de temps sur les talks, c'est rapide, mais je voulais quand même qu'on s'arrête un peu sur cette image qu'on n'a peut-être pas tous, mais en tout cas un bon nombre d'entre nous on a vu à Arles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire? Oui, il y a une histoire. Il y a beaucoup d'images qui ont des histoires, mais celle-là, c'est quand même une spéciale parce qu'elle est devenue importante grâce au Festival d'Arles aussi et à la couverture du livre. C'était une des fois que j'étais à Oaxaca. Il y a cet endroit qui s'appelle Hierve el Agua, donc l'eau qui bouillit, et qui est une source d'eau sulfurique qui a tout un passé, une significance traditionnelle, de rituel pour les habitants originels de la zone, et qui est devenu peu à peu, qui devient de plus en plus un site touristique.
Et j'ai été plusieurs fois, c'était toujours plein de monde, avec de la musique, c'était très difficile de photographier parce que tu perdais le paysage. Et un jour, j'ai décidé d'aller là avant qu'ils ouvrent pour être vraiment la première et au moins avant que les touristes arrivent. Je suis arrivée là, je suis entrée la première, mais en fait, je n'étais pas la première. Il y avait déjà un couple, cette dame et un monsieur aussi âgé, qui s'apprêtait à entrer dans une de ces piscines. Et elle se levait la robe. Son frère, après j'ai su que c'était son frère, était assis sur un banc. Et bien sûr, je me suis précipitée parce que la couleur, la brume du matin, le turquoise de l'eau, c'était trop beau. C'était même moi, je n'aurais jamais imaginé une image belle comme ça qui m'était offerte. Donc je me suis précipitée, mais ma caméra ne marchait pas. Mais pas du tout. J'ai enlevé la batterie, j'ai enlevé le lens, j'ai éteint, réallumé. Je lui ai parlé, je lui ai tout. Mais pourquoi maintenant? Tout ça d'une façon la plus discrète possible. Et finalement, je dis je rate la photo. Ma caméra ne marche pas. Donc, je me suis assise à côté du monsieur qui me dit un peu pourquoi ils viennent. Ils viennent là depuis qu'ils sont enfants. On parle un peu. Je dis, mais tu voulais... Pourquoi tu es là? Je dis, non, je voulais faire des photos, mais je ne peux pas, la caméra, elle ne marche pas. Et là, à ce moment, la dame qui se retourne et dit, mais maintenant, tu devrais essayer. Et je réessaye et la caméra fonctionne. Voilà. J'ai des frissons. Je sais, moi tu racontes très bien les histoires. J'ai pleuré tellement d'émotions. C'était comme... c'est une très belle histoire. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de recontextualiser cette histoire dans l'actualité. Quel mot, si tu en trouves, aurais-tu sur le retour de Trump à ses affaires face à cette situation donc dramatique liée à la frontière et les migrants? Je crois que ça va être... c'était déjà grave. Maintenant, il faut être prêt à une catastrophe totale parce qu'avec la sécurité avant, c'était un peu test. Ils envoyaient ces messages, ils testent un peu quelle est la réaction, mais maintenant, il est complètement validé. Et c'était le résultat de cette élection, ne fait que confirmer qu'il y a une grande partie des États-Unis qui est d'accord avec lui. Une partie aussi de personnes qui sont des migrants déjà installés. Donc, il y a Comment tu peux expliquer ça? Je pense que c'est une question de privilège. Tu te sens, quand tu veux toujours monter, et pour pouvoir monter, tu dois devoir avoir quelqu'un en dessous. Donc, en dessous, c'est les gens qui ont moins de temps au pays ou qui ont payé plus ou qui ont payé moins. On est des animaux misérables. Un peu d'espoir. Et tu es toujours en contact avec les migrants, les trois? Avec plusieurs, oui. Il y en a beaucoup que j'ai perdu la trace. Mais oui, plus ou moins. Surtout avec les auberges et les personnes qui aident les migrants. Et j'espère que, oui, certainement, c'est une histoire qui ne s'arrête pas. Qui continue, malheureusement. Qui va continuer, oui. Merci beaucoup, Christina, vraiment pour ce beau témoignage. Et je vous incite vraiment à aller regarder le livre. Il y a une signature bientôt. À 18h. À 18h. Sur le stand de Textuel. Vous avez, pour certains, si vous voulez, une ou deux questions ou pas? Moi, j'ai un truc à dire. J'ai perdu mon téléphone. Et alors, ça, c'est important. Si quelqu'un a vu mon téléphone, c'est un iPhone noir. S'il vous plaît, rendez-le-moi. J'ai toute mon information là. Je ne sais pas où je dois aller cet après-midi. Donc, oui, c'est ça mon téléphone. Oui. Et vous l'avez? À la dame? Ah, ok. Je vais lui demander. Ok, je finis. Merci beaucoup. C'est ça les questions. Bravo. Merci beaucoup, merci. Vous savez, le pouvoir de la communication. Exactement. C'était la question ultime. Merci beaucoup. Et merci à toi. Bon retour avec ton téléphone. Merci, je vais y aller. À bientôt. Merci. Tadé Komar est notre prochain invité. Je change de livre, je change de PDF.